Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la réponse de l'Union des magistrats du Sénégal à Barthélémy Diaz. L'UMS rappelle au maire de Sacré-Cœur qu'elle ne peut se prononcer sur la légalité ou non d'une procédure en cours. Elle l'a fait savoir à travers un communiqué. Tout cela concerne l'affaire Khalifa Sall. La famille de l'imam Ndao réclame le jugement ou la libération du présumé terroriste. Ses parents, proches et sympathisants déclarent que ces accusateurs n'ont pu trouver aucune preuve l'incriminant après 2 ans d'emprisonnement. Les autorités sanitaires déterminées à barrer la route à l'épidémie de dengue à Dakar. 36 cas sont pour le moment notés dans la région de Louga. Le professeur Bernard Diop, spécialiste des maladies infectieuses, soutient que la forme détectée n'est pas des plus graves. Et puis, malaise au port autonome de Dakar. Près de 500 employés risquent de se retrouver au chômage. Cela fait suite à la décision du nouveau directeur Ababacar Saddir Bey de ne pas renouveler leur contrat. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'Union des magistrats du Sénégal répond à Barthélémy Diaz. L'UMS rappelle au maire de Mermoz Sacré-Cœur qu'elle ne peut se prononcer sur la légalité ou non d'une procédure en cours. Toutefois, l'UMS précise que Khalifa Sall, à l'instar de tous les justiciables, a droit au respect des normes régissant la conduite d'une procédure juste et équitable. Chérif Dia a parcouru le communiqué du bureau de l'UMS. L'UMS, Union des magistrats du Sénégal, fait savoir à Barthélémy Diaz qu'elle ne saurait s'immiscer dans le traitement d'une affaire en se prononçant sur la légalité ou l'illégalité d'une procédure pendante devant les tribunaux. C'est pour ne pas trahir sa mission et les principes qui régissent l'indépendance de la justice, souligne le communiqué du bureau de l'UMS. Malgré tout, Souleymane Teliko et ses collègues tiennent à rappeler que Khalifa Sall, à l'instar de tous les justiciables, a droit au respect des normes qui régissent la conduite d'une procédure juste et équitable. L'UMS déclare rester convaincu que les magistrats en charge du dossier Khalifa Sall seront tenir la balance égale entre toutes les parties prenantes pour prévaloir le respect du droit et de la vérité sur toute autre considération. Raison pour laquelle l'UMS invite toutes les parties à la sérénité au sens de la mesure et au respect de la dignité de l'institution judiciaire. Raison pour laquelle l'UMS invite tous à la sérénité au sens de la mesure et au respect de la dignité de l'institution judiciaire. Pour rappel, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, avait interpellé l'UMS sur la procédure en cours concernant son mentor Khalifa Sall, qu'il juge illégale et arbitraire.
Et puis l'affaire Imam Ndao, 2 ans que le présumé terroriste est en prison. Sa famille déclare qu'il doit être libéré faute d'être jugé pour défaut de preuves. Parents, proches et sympathisants de l'imam se sont réunis à son domicile. Ibrahim Diamé. C'est inscrit maintenant dans l'agenda des activités des disciples, collaborateurs et proches parents de l'imam Alioune Badara Ndao. En dehors des plans d'action parallèles pour la libération de l'imam, chaque année ils tiennent une grande rencontre pour prier, mais également pour dénoncer l'emprisonnement de leur imam qu'ils jugent arbitraire. Bamba Diaye, ancien ministre des Affaires religieuses, porte leur parole. Voici 2 ans, jour pour jour, que l'imam Alioune Ndao a été pris d'ici chez lui et gardé dans un premier temps dans un lieu inconnu, puis transféré dans les différentes prisons du Sénégal. Ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à présent, Imam Alioune Ndao n'a pas été jugé, et pourtant on nous disait depuis quelques mois que le dossier a été bouclé, que tout a été fait. Selon ses sympathisants de l'imam, tout ce qui a été dit et contenu dans ce dossier n'est que du faux. C'est pourquoi, faute de preuves, jusque-là, l'état du mal a le présenté devant le juge. L'imam a été pris alors qu'il portait sur lui une somme de 27 000 francs. Nous avons lu dans la presse des déclarations qui faisaient référence à des sommes faramineuses de 400 et quelques millions de dollars. Vous savez qu'ici, dans cette maison, on ne peut pas garder $1 million ici. Tout le monde le sait. On a parlé d'un téléphone satellitaire, alors que le téléphone qu'il détient, il dit qu'il l'a acheté. C'est un téléphone ordinaire qu'il a acheté ici au marché, il y a plusieurs années de cela. Donc tout cela, c'était un tissu de mensonges qui a été fabriqué pour peut-être corser l'affaire. Le domicile de l'imam Alioune Badara Ndao a refusé du monde à l'occasion de cette journée souvenir où plusieurs représentants d'associations musulmanes ont fait le déplacement et d'une seule fois, ils ont réclamé la libération ou le jugement de l'imam. Ibrahim Diamé, l'Assemblée générale des travailleurs de l'AFTU ce matin à Tivaouane Diacksao, c'est pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils ont annoncé une grève générale et ils seront soutenus par le syndicat ODTS. La négociation n'est pas à exclure. Là-dessus, nous écoutons les travailleurs et les syndicalistes, tous au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Notre difficulté aujourd'hui, les travailleurs souffrent. Tout récemment, il y a un de nos collègues qu'on a mis en prison. Même le tribunal l'a condamné à 2 ans de sursis. Pour des raisons de tickets. On est là depuis 12 ans sans salaire, sans IPRES, sans contrat, sans rien. Avec des salaires misérables. Hein? Des travailleurs vraiment qui se réveillent à 4h30 du matin jusqu'à 23h. Mais ça c'est grave. Les congés, on ne paye pas les congés. Il y en a qui ne vont pas au congé aujourd'hui. On voulait que le chef de l'État, même Macky Sall, prenne ses responsabilités sur le transport, surtout AFTU. Parce que AFTU, ce qui se passe à AFTU, vraiment, c'est inadmissible. J'interpelle le gouvernement, j'interpelle le président de la République, j'interpelle le ministre du Travail, qui a à charge de faire respecter les dispositions légales en matière de travail. Aujourd'hui, lorsque la Banque mondiale avait mis ses moyens en partenariat avec l'État, il devait convenir avec les employeurs de ses employés de régulariser leur situation. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une modernisation des équipements de transport. Il y a une modernisation des institutions. Ils ont créé AFTU, ils ont créé le CETUD. La Banque mondiale est à l'origine de tout cela. Tout de suite, d'abord, on va créer un pool d'avocats, mais je dis, c'est pour une main tendue. Si on refuse cette main, nous sommes dans un pays de droit. On va déposer un préavis en bonne et due forme. Si on arrête l'écart de AFTU, on ne nous écoute pas. C'est la centrale qui va se lever. AFTU et Dakar Demdik vont s'arrêter en même temps. Je vous l'annonçais dans les titres, près de 500 travailleurs du port autonome de Dakar risquent de se retrouver au chômage suite à la décision du nouveau directeur Ababacar Sadir Bey de ne pas renouveler leur contrat de travail. Ces travailleurs déplorent cette situation et menacent de paralyser le port autonome de Dakar. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé à Cheikh Hassan Affal et Mohamed Dian. Les contrats des travailleurs du port non renouvelés par le nouveau directeur général créent la polémique au sein de l'institution portuaire. Des travailleurs prêts à en découdre avec le nouveau directeur pour ce problème avec une forte connotation politique. On ne peut pas concevoir que la signature du docteur Cheikh Kanté soit valable pour certains et invalide pour d'autres. C'est incohérent. Il est incohérent et inconcevable à ce que
ce nouveau DG-là vienne de plein gré invalider ces contrats. Nous interpellons le président Macky Sall. Parce que nous, on a toujours été avec Macky Sall. Nous sommes ses militants de la première heure. Les travailleurs qui n'hésitent pas à faire un grand déballage. Il y a des contrats qui ont été signés, mais c'est des protégés du régime. Farbangom, il a amené sa liste ici. Il y a la famille de Diène Farbassar. Il y a Mimi Touré. Il y a des listes il paraît même qu'il y a des listes qui attendent. Et des menaces pour leurs dirigeants. D'ici vendredi, nous leur donnons cette date-là. On leur donne la date du vendredi. D'ici là, si le problème n'est pas réglé, nous de notre côté, la base politique, le fief du président Macky Sall, sa base politique fatigue, qu'il sache qu'il n'y aura plus de manifestation de l'APR à Fatick. Nous le déclarons tous persona non grata. Plus de 500 travailleurs du port autonome de Dakar risquent de perdre leur emploi car n'ayant pas vu leur contrat renouvelé depuis la prise de fonction du nouveau directeur du port, Ababacar Sadikh Bey. Je vous en parlais dans les titres également, l'épidémie de dengue qui n'a pas encore touché la capitale sénégalaise, mais en train d'être fortement combattue par les autorités sanitaires du pays et également dans la région de Louga. Le professeur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des urgences sanitaires, en parle dans ce reportage signé Cheikh Hassan Afal et Pape Sangone Baye. Les autorités sénégalaises confirment l'existence d'une épidémie de la dengue dans la région de Louga seulement. À ce jour, nous avons 36 cas dans la région de Louga, donc répartis entre les communes de Louga et les communes de Dara. Donc on peut parler d'épidémie. Et j'insiste vraiment pour dire qu'il n'y a aucun cas à ce jour au niveau de Dakar. Bien qu'il n'existe pas de traitement spécifique pour soigner la maladie, le docteur Bousso, directeur du Centre des urgences sanitaires, tient à rassurer les Sénégalais. Non, il n'y a aucune peur à avoir. Vous savez, c'est souvent les virus. Dans le cas des virus, quand on dit qu'il n'y a pas de traitement, ça veut dire qu'il n'y a pas un traitement spécifique. Vous ne prenez pas un médicament qui va tuer le virus. Aujourd'hui, dans le cas de la dengue, on traite les signes. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de, sûrement, il doit y avoir beaucoup de cas de patients qui ont la dengue et qui passent inaperçus, qui même dans le cadre d'une automédication arrivent à guérir. Ce n'est pas la première fois que la dengue se signale au Sénégal, une maladie qui touche actuellement plus de 400 millions de personnes de par le monde. Cheikh Hassan Afal, le professeur Bernard Diop, médecin à la retraite, spécialiste des maladies infectieuses, soutient que la forme détectée n'est pas des plus graves et peut être circonscrite. Il donne des conseils pour se prémunir de la dengue. Dans ce sujet signé Mambiram Diouf et Pape Sangone Baye. La dengue, maladie transmise par un moustique Aedes, réapparaît au Sénégal, à Louga précisément. Professeur Bernard Diop, spécialiste des maladies infectieuses. Ça a commencé en Afrique depuis les années 70 et au Sénégal, il y a eu plusieurs épidémies, dont celle dont on se souvient le plus, celle de 2009. Même s'il y a des cas, nous n'aurons pas de forme grave parce qu'il y a 4 sérogroupes, 1, 2, 3, 4, et c'est le sérogroupe qui a existé en 2009 qui est actuellement responsable de cas à Louga. Les symptômes pouvant se manifester par une fièvre, des nausées jusqu'au vomissement, la prévention peut épargner ainsi la personne. Pour la prévention, donc d'abord pour le traitement, il faut donner des médicaments contre la fièvre, le Doliprane. Il faut boire beaucoup d'eau, c'est-à-dire dire aux gens, s'ils ne sont pas dans le coma, parce que ce n'est pas tous qui sont dans le coma, il faut qu'ils boivent, qu'ils se réhydratent. Il faut éviter des médicaments tels que les anti-inflammatoires et l'ibuprofène surtout, qui peuvent entraîner des complications. D'autant plus qu'à ce jour, il n'existe pas de vaccin contre cette maladie. Je pense que cette prévention, elle s'adresse à toute la communauté. C'est-à-dire ceux qui ont des climatiseurs, s'ils mettent des bassins ou des récipients pour recueillir l'eau de condensation du climatiseur, tous les jours, il faut verser à terre. Selon le professeur Bernard Diop, la dengue tue, mais sous sa forme grave, celle hémorragique. Par contre, celle détectée à Louga n'en est pas une. Les chercheurs sont en train de développer un vaccin, mais il n'est pas encore au point. Parce que n'oublions pas qu'il y a 4 sérogroupes. 1, 2, 3, 4. Pour cette épidémie qui existe au Sénégal, je ne pense pas
qu'il y aura de formes graves. Par contre, en 2009, il y a eu des formes graves et ça a commencé au niveau du Cap-Vert. Contrôler les niches où peut se développer le vecteur pour se protéger contre la maladie passe également par une sensibilisation des populations sur cette maladie dite réémergente. Mambiram Diouf, un micro-trottoir réalisé dans la rue a permis de savoir que les Sénégalais ne connaissent pas vraiment cette pathologie. Mais nos interlocuteurs appellent le ministère de la Santé à davantage communiquer et sensibiliser sur les méthodes de prévention. Suivons là-dessus ce micro-trottoir réalisé par Aminata Mbaresso et Abdoulaye Diallo. Je n'en connais pas grand-chose, j'en entends parler. Mais il paraît que c'est les mêmes symptômes que le palu ou la grippe, mais il y a un plus. Non, pas du tout, sincèrement. Ce matin, j'ai entendu parler au journal qu'il y a une maladie dingue qui s'est trouvée à Louga. Et c'est comme ça que je l'ai su. Une idée très vague, franchement. Parce que je pense que même si les personnes que vous allez interviewer vous diront que beaucoup vous diront qu'ils n'ont pas trop d'idées par rapport à cette maladie. D'après ce que j'ai entendu dire à la radio, il faudrait dormir sous moustiquaire, imprégné, porter des habits longs pour éviter les piqûres de moustiques. Voilà. Il est temps qu'on sensibilise les populations, qu'on les aide à savoir, qu'on les aide à connaître les différentes pathologies qui existent dans ce pays, qui peuvent exister dans ce pays. Et aider les populations à pouvoir prendre les méthodes de prévention par rapport à cela. Tu es malade, vas-y à l'hôpital, au lieu d'aller chez les gens, de dire j'ai ça. Vas-y à l'hôpital. Et puis ouverture ce lundi à Dakar du congrès du Collège des médecins de l'Afrique de l'Ouest. La lutte contre les maladies infectieuses sont au cœur de cette rencontre de 3 jours. Le professeur Mamadou Mourtalaka estime que l'État, tout comme les populations, doit faire un effort de financement conséquent. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mambiram Diouf et Pape Sangoné Baye. Je pense qu'il faut des modèles bien réfléchis pour voir comment faire pour régler le problème du financement de la santé. Les populations doivent y participer. L'État doit y participer. À quel rythme, 15-20%, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Mais il faut arriver à cela. Maintenant, le collège travaille tous les jours à donner des textes au gouvernement, à l'Organisation ouest-africaine de la santé et à tous les organismes, les organisations qui travaillent pour la promotion de la santé. De dire qu'il faut augmenter le budget jusqu'à 100%, ça aurait, qu'est-ce qu'on ferait de l'éducation? Maintenant, est-ce que les 15% sont suffisants? Mais ça, c'est des études qui vont le dire. Et il faut trouver des mécanismes, des dispositifs qui peuvent, si vous voulez, régler le problème de la santé en le faisant de façon intelligente. Il faut que la population y adhère. En monde d'économie à présent avec le Sénégal qui fait une amélioration dans la croissance grâce à ses investissements publics à hauteur de 6,8%. Les autorités veulent atteindre les 7% d'ici 2018. Le FMI qui conseille au Sénégal de limiter le déficit budgétaire pour ne pas accroître la dette qui avoisine les 60%. C'était ce matin lors du rapport du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Compte rendu signé à Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. La croissance économique du Sénégal pourrait atteindre la barre de 7% d'ici 2018, selon les prévisions du FMI qui s'appuie sur les investissements publics. Le Sénégal, dans notre appréciation, continue d'avoir des taux de croissance rapides. Nous sommes là à 6,8% en 2017. Ce qui a été très important pour le Sénégal, ce sont les dépenses d'investissement, notamment dans les infrastructures, et cet investissement public a des répercussions positives sur la croissance. Concernant le niveau de la dette publique du Sénégal qui avoisine les 60%, le directeur Afrique du FMI attire l'attention des autorités étatiques. C'est de s'y tenir et donc de limiter les déficits budgétaires aux normes de la zone, c'est-à-dire de 3% d'ici 2019 et de maintenir le niveau de dette au niveau actuel. Le directeur général de la planification et des politiques économiques prend acte et justifie la dette. Renforcer la mobilisation des ressources, mais aussi rationaliser davantage les dépenses publiques.
Et dans la partie renforcer la mobilisation des ressources, effectivement, il y a toute une stratégie pour élargir l'assiette fiscale. Et cela porte en général davantage sur la modernisation des régies financières, impôts, douanes. On va aller beaucoup plus vers la digitalisation, la simplification pour pouvoir pousser les Sénégalais vers le civisme fiscal. Le Fonds monétaire international conseille aussi au Sénégal de diversifier ses exportations s'il veut atteindre une croissance de 7%. Nous avons constaté que la diversification des exportations en Afrique subsaharienne traîne derrière d'autres régions du monde. Ça, c'est le premier constat. Mais le deuxième constat, c'est qu'encore une fois, il y a une grande hétérogénéité en Afrique. Il y a des pays qui ont pu diversifier leurs exportations et cela a été bon pour la croissance. Dans les débats, le président du CNES a déploré la démarche du FMI qui parle qu'avec le gouvernement sans consulter le secteur privé, moteur d'une croissance durable. Vers un programme de renouvellement du parc des camions frigorifiques. L'annonce est du ministre de la Pêche en visite à Touba dans le cadre de la préparation du Grand Magal. Omar Gueye a annoncé également la mise en place d'un fonds de 18 milliards pour le financement des femmes et des jeunes. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mohamed Jodiopet à l'Assemblée. Nous allons entreprendre des travaux pour faire en sorte que ce complexe puisse avoir une capacité suffisante en termes de conservation et en termes de production de glace. Mais également aider les marailleurs dans le cadre du programme de renouvellement des camions frigorifiques pour qu'ils puissent en disposer en quantité suffisante en relation avec l'Association nationale des marailleurs. Mais également faire en sorte que les braves femmes qui s'adonnent au micro-mariage et au mariage puissent disposer de financement conformément aux instructions de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Dans le budget 2018, le président Macky Sall a prévu 30 milliards comme fonds de financement rapide destiné aux femmes et aux jeunes. Et la frange de femmes qui travaillent dans le secteur de la pêche constitue une frange extrêmement importante qui bénéficiera de ce financement. Un mot de culture avant de boucler cette édition. L'Occident ambigu, le nouvel essai de Hamidou Sall qui renvoie à l'aventure ambiguë. L'auteur s'est inspiré de l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane, faisant écho et appel au dialogue des cultures et civilisations. Dans cet essai, il parcourt l'histoire de l'Afrique et le déclin spirituel de l'Occident. Aïssatou Paye, Mbaye Diouf. Oserons-nous évoquer l'Occident ambigu, essai de Hamidou Sall, et mettre aux oubliettes un classique de la littérature africaine, voire même universelle, l'aventure ambiguë? Non, va dire l'auteur, inspiré par le roman auquel il tente d'apporter une réponse à des questions existentielles. Qui suis-je? Qui est l'autre? Il avait dit, va chez eux apprendre l'art de vaincre sans avoir raison pour comprendre qu'est-ce que c'est. Je me suis inspiré du questionnement de l'auteur, surtout que la Grande Royale aussi poser des questions, et puis un demi-siècle après, parce que nous sommes riches de plusieurs expériences, nous pouvons tenter de répondre. Je suis qu'à la quête de moi, ma quête de moi étant entendu que mon moi n'est pas un moi figé. Je dis que ça bouge, l'identité doit bouger, l'identité doit être une trajectoire, parce que si elle est figée, fixe, elle est mortelle, elle est dangereuse. Une quête de l'identité à travers les âges, où l'auteur dans son essai a su trouver sa voie. On sut retenir de tous ces apports les éléments les meilleurs, écartant les moins bons. Il en est résulté une spécificité sénégalaise que nous aurions tort d'ignorer ou de ne pas conserver. On le voit, cette spécificité n'est pas de l'ordre de l'essence, elle est de l'ordre de l'histoire. Des siècles d'histoire entre le Sénégal et la France qui ont permis aujourd'hui de bâtir une solide amitié où l'universalité trouve toute sa place. À l'Occident ambigu, je découvre une autre province. Et je voudrais aussi dire l'émotion immense qu'a suscité la lecture de ce livre, à quel point lorsque l'humanité s'éloigne de ses valeurs universelles, lorsqu'elle s'éloigne de cette dimension d'altérité qui fait que
La conscience que nous avons que l'autre et nous-mêmes nous interdit de jamais porter atteinte à ce qu'il est. Le chef de l'État, Hamidou Sall, a su donner les réponses appropriées. Hamidou suggère une clé. Assumer sans complexe ce que nous sommes, dans ce qu'il appelle une identité librement multipliée. Ce qui nous renvoie une fois de plus à la vision de son ami, le président poète Léopold Sédar Senghor. Le rendez-vous du donner et du recevoir, qui, dans un dialogue fécondant des cultures et des civilisations, préfigure la civilisation de l'universel. Dans son troisième roman, le fils spirituel de Léopold Sédar Senghor et de Aimé Césaire rend un hommage mérité à Cheikh Hamidou Kane, auteur de l'aventure ambiguë, tout en respectant une phrase du président poète Léopold Sédar Senghor, enracinement et ouverture. Merci Aïssatou Paye, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programmes en compagnie de la TFM. Au revoir.